Donc, bienvenue à notre deuxième cours de 420 B011 BB. On avait jasé la semaine passée des architectures courantes pour des applications qui offrent des services, particulièrement les applications qui roulent en ligne sur le web. Puis on s'était arrêté à l'architecture multicouche. Donc l'architecture habituellement à trois couches en fait. Donc le principe d'une couche, hein, c'est une application qui est habituellement en train de rouler de manière euh, isolée, là, ok, mais qui est capable de communiquer avec d'autres couches à travers un canal de communication qui est bien défini. Donc dans votre dernier cours, vous avez, durant le curriculum, là, OK, vous avez vu, puis vous avez travaillé beaucoup avec une couche de données, hein, une couche où l'application, c'est une base de données qu'on peut utiliser puis qu'on peut travailler avec. Donc, c'est beaucoup ça qui est utilisé dans les couches, dans les applications web. Là. Il y a quand même une base de données derrière. Mais il n'y a pas juste une base de données. Il y a aussi une couche logique, hein, ou une couche métier qu'on appelle. On a aussi le mot back-end qui est utilisé quand on travaille avec ça, avec multicouche. C'est aussi ce que vous avez fait, en fait, dans votre dernier cours B7 là, de C Sharp, où vous avez créé des applications, puis les applications étaient capables de communiquer, hein, avec une couche de base de données. Donc, on avait les informations, OK, qui se propageaient dans ce sens-là. On avait les requêtes qui étaient faites sur la base de données de notre application, puis les résultats étaient disponibles dans notre application par la suite. Là, nous, qu'est-ce qu'on va venir rajouter à ça, puis qu'est-ce qui fait que c'est des applications web avec des services? Ça va être la prémisse qu'on va vouloir avoir une couche de présentation, ultimement. Donc, le but de la couche de présentation, ça va être une application dont le seul but de l'application, c'est d'être capable d'afficher d'une manière visuellement belle, visuellement acceptable, les informations ou les éléments de ton produit que tu veux apporter. Donc, quand tu t'en vas sur un site web, la majorité des applications web qui sont sur des sites web, c'est comme Facebook, Instagram, Twitter, et ainsi de suite, c'est des applications web. Donc, la page web, c'est la couche de présentation qui va me permettre de communiquer avec une couche de métier qui, elle, va communiquer avec une base de données, qui va recevoir les résultats, puis qui va être capable de me les renvoyer pour que ça s'affiche d'une manière où c'est que le client il a juste l'information qu'il a besoin sans avoir un accès direct à la base de données. Donc, c'est ça que on va construire à travers les prochaines semaines. Donc, pour l'instant, puis on sait déjà un peu comment travaillent les couches de données, donc les bases de données, c'est des choses que vous voyez dans les autres cours, c'est pas quelque chose sur quoi on va s'attarder beaucoup dans ce cours-ci. Vous avez fait des applications. Ici, par contre, dans le monde du web, euh, on a besoin que les couches de présentation utilisent le JavaScript. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour ne pas avoir à jongler différents euh, langages de programmation, on avait vu la semaine passée le principe du JavaScript pour être capable ultimement de aussi créer des applications au niveau logique, au niveau back-end, au niveau de la couche métier. Tout ça, c'est synonyme. Des applications en JavaScript. Donc, aujourd'hui, on va utiliser une librairie là, qui s'appelle Express qui va nous permettre de créer une application au niveau logique qui va être ultimement notre point d'ancrage entre notre application de la couche de présentation et notre application de base de données de notre couche de données. Donc aujourd'hui, on travaille à voir c'est quoi Express.
qu'est-ce que ça peut nous apporter, puis comment est-ce qu'on réussit à construire ce genre d'application-là. Avant de jaser de ça, par contre, il va falloir faire un petit détour sur le mécanisme de communication qu'on va utiliser quand on va travailler avec les couches de présentation puis les couches de logique. Entre le front-end, hein, donc la couche de présentation, c'est souvent ce qu'on appelle le front-end, puis le back-end. Donc, entre les deux, on va avoir de la communication. Puis, cette communication-là va se faire sur le web. Donc, qu'est-ce qui va être important de comprendre? Ça va être quoi le protocole de communication, puis qu'est-ce que ça implique d'utiliser ce protocole-là? C'est des choses qu'on va jaser aujourd'hui. Donc, la prémisse, c'est que la couche de présentation va vouloir faire des requêtes, puis il nous va falloir être capable de répondre à ces requêtes-là. Donc, c'est ça la prémisse. Le protocole qu'on va utiliser, c'est le protocole HTTP. Donc, le protocole HTTP, quand tu t'en vas sur des pages web, c'est le protocole qui est utilisé pour transmettre de l'information. Fait qu'on va premièrement jaser un petit peu de comment ça marche ce protocole-là pour être capable de bien comprendre la méthodologie, le vocabulaire autour. Puis une fois qu'on va voir ça, on va pouvoir regarder un peu comment est-ce que nous, on va utiliser ce canal de communication-là pour être capable de transiger des requêtes et des réponses. Fait que le principe du protocole HTTP, c'est qu'on va avoir une adresse où on va aller envoyer la requête. Donc, dans ce cas-ci, l'adresse, le host, là, le principe, c'est que c'est en.wikipedia.org. Donc, les affaires avec des points, c'est ce qu'on appelle l'hôte ou le host en anglais. On a ensuite un chemin d'accès, donc toutes les affaires avec les slash, c'est ce qu'on appelle le chemin. Puis, avec ces deux informations-là, il y a une troisième information qui va être le type de requête. Donc, le type de requête, c'est ce qu'on appelle en fait des méthodes dans le monde de l'HTTP. Donc, la prémisse, c'est que quand je fais, mettons, dans mon navigateur, puis que je tape mozilla.org, ça va faire un type de méthode, mais il y en existe d'autres types dépendamment de qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Donc, la méthode la plus typique, celle qui est utilisée dans 80 à 90% du temps, c'est le get. Puis le principe du get, c'est pour aller chercher de l'information. On peut le penser un peu comme un select d'une base de données. Donc, il y a quelque chose de déjà existant. Moi, je vais aller chercher cette information-là, puis je te demande de me donner cette information-là. Fait que quand je m'en vais sur une page, je fais un get à cette adresse-là de ce chemin-là. Puis enfin, on peut le voir en action. Si on s'en va voir la couche réseautique, là, on peut voir ici qu'on a pardon, je peux-tu voir la requête qui a été faite ou c'est juste ici. Fait que je peux voir ici qu'il y a une méthode qui a été utilisée, qui était le get, sur un site quelconque, qui était developer.mozilla.org dans ce cas-ci. Puis le chemin d'accès que je voulais aller chercher, c'était quoi la page que je voulais avoir? Ben, c'était enus/doc/web/http/method. Puis là, le principe, c'est que ça, c'était la requête qui a été faite. Donc, le navigateur a envoyé cette requête-là au serveur, puis le serveur a répondu avec
OK, la réponse, avec en fait le contenu de la page, là, OK, le HTML de la page. Donc, quand on a une requête, hein, on a une réponse qui va avoir aussi des métadonnées, là, mais le principe, c'est que j'ai une requête, puis avec cette requête-là, je vais avoir une réponse. Il existe d'autres types de méthodes, donc on peut voir, là, il y en a une dizaine, là, mais en fait, il y en a moins que ça qui sont utilisés de manière courante, là. Les deux qui sont les plus utilisés, ça va être le get pour aller chercher de l'information, puis le post. Donc, si j'ai besoin d'envoyer de l'information avec ma requête, admettons, genre, je suis en train de remplir un formulaire, hein, puis là, il y a des cases à cocher, il y a des textes à rentrer, je rentre mon numéro de téléphone, mon adresse, puis que là, j'ai un gros piton submit, bien, quand je fais le submit, ça va faire un post en disant voici des nouvelles informations que tu veux utiliser. Donc, le get, c'est pour aller chercher de l'information courante. Le post, c'est pour envoyer de l'information qui est nouvelle. Il existe d'autres méthodes qui, en passant, ont des équivalents, hein, au niveau des bases de données. Hein, le get, c'est comme le select. Le post, c'est comme un insert. On voit ici qu'on a le delete, hein, qui est semblable. Puis, on a aussi un put qui est comme un update. Donc, ça remplace des éléments déjà existants. Il existe quelques autres méthodes, mais ce n'est pas des choses qui sont vraiment utilisées. Nous, on va majoritairement utiliser le get, mais c'est très possible que vous voyez parfois l'utilisation du post quand vous allez voir des applications avec des services. Fait qu'on a ces deux idées-là. Si on revient à notre prémisse, on a la création d'une application. Là, nous autres, on va faire l'application au niveau logique. Puis, ce qu'on sait, c'est que nous, on va devoir être capable de recevoir une requête, OK, avec un chemin quelconque. Puis, il va falloir être capable de générer une réponse. OK? Donc, notre but, ça va être d'avoir quelque chose qui est capable de recevoir des requêtes, puis, à partir de ces requêtes-là, de générer des réponses. Avant de regarder c'est quoi notre application au niveau logique, là, on va continuer à regarder un peu c'est quoi le canal de communication, puis on va aussi aller regarder un peu comment travailler avec ce canal de communication-là. Parce que quand on va faire notre application, il va falloir être capable de tester l'application. Hein? Puis là, la problématique, c'est que c'est pas une application normale comme on a fait préalablement. C'est pas une application qui va prendre des saisies, admettons, du terminal ou de fichiers externes. Ça va être des requêtes web qu'il va falloir être capable de faire sur notre application, puis que l'application va devoir répondre. Fait que là, la question, c'est comment je fais pour tester ça? Là? Comment je fais pour être capable de faire un get de manière dynamique, OK, pour que je puisse tester mes applications? Fait que, il existe des logiciels qui nous permettent de facilement tester des requêtes, en fait, puis de créer des requêtes HTTP sans avoir à faire un site web complet, là. Donc, en fait, l'outil que nous, on va utiliser, on l'a déjà. Hein? Donc, on se souvient, la semaine passée, on s'est fait travailler avec Visual Studio Code. Donc, Visual Studio Code a la possibilité d'avoir des extensions. Puis, une des extensions qu'on va installer et utiliser dans ce cours-ci, ça va être ce qu'on appelle un client HTTP. Donc, il va être capable de faire des requêtes HTTP à notre place pour tester nos applications, puis d'étudier, ça va être quoi, le retour de ces requêtes-là. Donc, on va aller regarder un peu comment ça fonctionne. Premièrement, c'est pas quelque chose qui est disponible par défaut avec Visual Studio Code. Oups. Donc, c'est pas disponible par défaut sur le web. Il faut aller installer l'application de manière manuelle. Fait qu'on va aller regarder ça en premier. Donc, le nom de l'extension, ça va être le
Thunder Client. Donc, moi ici, j'ai déjà installé, là, mais pour aller chercher des nouvelles extensions, vous voulez aller dans le menu qui a des petites boîtes. Donc, le menu avec des petites boîtes, c'est le menu d'extension. Okay, ça se peut qu'il soit un petit peu plus haut, là, parce que moi, j'ai plus d'icônes dans ma liste, là, mais celui avec les petites boîtes, c'est le menu d'extension. Puis, dans celui-là, on va vouloir rechercher le Thunder Client. Okay, donc, si vous voulez le copier de moi qui le met dans le chat, on a le Thunder Client. Donc, le Thunder Client, c'est okay, un client HTTP pour VS Code. Donc, tu l'as dans la liste, fait que tu peux cliquer sur le premier. Puis, quand tu cliques sur ce premier-là, il faut ensuite que tu l'installes. Donc, ici, nous autres, moi, là, il est à uninstall, là, mais dans les options, il devrait avoir l'option d'installation. Puis, ça devrait se faire pas mal automatiquement. Okay, ça prend quelques secondes. Puis, une fois que c'est installé, c'est activé automatiquement, puis ça va juste rester là. Donc ça, cette opération-là, il faut faire ça seulement une fois à l'intérieur de Visual Studio Code. Puis, une fois qu'on a activé puis installé cette extension-là, on va avoir un nouvel onglet qui est le Thunder Client à droite, à gauche, dans notre petite barre de Visual Studio Code. J'ai une question de Tony. Oui, excusez-moi, moi, je trouve pas l'extension chez moi. OK? Donc, est-ce que tu as réussi à trouver le menu d'extension? Comme est-ce que tu es capable d'aller dans ce petit onglet-là? Est-ce que ça, c'était premièrement disponible? Ou sinon, tu peux aller sur affichage, puis tu trouves extension. Oh, Alors Effectivement, oui, voilà. moi si tu vas dans View, là. j'ai trouvé le menu d'extension, mais je ne trouve pas. Dans l'affichage, tu dis? Une Mhm. seconde. Ben, une fois que tu es dans le menu d'extension, puis tu peux faire une recherche, c'est à toi d'écrire au moins Thunder. Ah d'accord, je peux écrire Thunder. Puis là, le premier ou un des premiers liens, Ok, c'est ça Thunder devrait être client. Ok, c'est parfait. exact. Et là, il suffit de l'installer, hein. Exact. Merci. Donc, une fois que le client est installé, on a un nouvel onglet qui est disponible. Puis quand on clique sur cet onglet-là, ça vient nous donner une nouvelle liste. Puis là, ici, moi, j'ai déjà des éléments, mais mettons que je les juste les. On va les enlever pour vous, pour que vous ayez la même présentation. J'en ai plusieurs. Je sais pas si je peux en prendre plusieurs d'une shot. Délité. Donc, le but de cette extension-là, ça va être de pouvoir faire des requêtes, OK, avec les différentes méthodes HTTP sur des serveurs spécifiques, puis d'être capable de voir c'est quoi le résultat pour valider que ça concorde avec qu'est-ce qu'on voulait avoir avec notre application. Donc là, on n'a pas encore fait d'application qui est capable de gérer ça. Fait qu'on va aller regarder comment est-ce que qu'est-ce que ça donne comme résultat quand on le fait sur, mettons, des sites web ou sur des sources de données déjà existantes pour être capable de voir un petit peu comment est-ce qu'on travaille avec ça. Oui, Mais actuellement, on a la liste qui est vide. oui, c'est ça. Là. Moi, je suis en train de vider la mienne pour qu'on ait la même chose. Ah, ok, d'accord. Parfait. Et voilà. Fait que
on est habituellement avec ça. OK, s'il y a des release notes, tu peux les fermer. OK, c'est juste un autre onglet. Hein. Donc, la prémisse ici, c'est que le Thunder Client vit à gauche jusqu'à temps que tu ailles voir une des requêtes. Puis là, ça va prendre l'autre panneau. Mais là, tu peux l'ouvrir, tu peux le fermer, puis les autres éléments restent pareils. Et Donc, on peut plus oui, travailler avec Node qu'on a installé l'autre fois. ben, c'est que ça va venir côte à côte. Donc, Ah, Node va être d'accord. utilisé pour créer l'application, puis le Thunder Client va être utilisé pour la tester. OK, OK. OK? Donc, si on revient ici à notre petit graphique, donc Node va être capable de créer l'application logique, mais pour envoyer la requête puis voir c'est quoi le résultat, c'est ça que le Thunder Client va être capable de faire. Donc, les deux vont travailler conjointement. Parce que, puisque c'est une application de service, c'est une application web, on ne peut plus juste aller taper quelque chose pour voir un résultat. Fait que, on va regarder comment est-ce que ça fonctionne, les différentes requêtes. Donc, on a un gentil bouton, OK, qui est le New Request, qui me crée un nouvel onglet hein, avec des options pour voir c'est quoi les différentes requêtes. On voit ici qu'on a un premier menu qui est les différentes méthodes qu'on parlait tantôt. On voit que par défaut, ça sélectionne le get, hein, parce que je vous avais dit que c'était 85 à 90% des requêtes, ça va toujours être des get. Et on voit que le deuxième était le dernier 10%, c'est le post. Les autres ils sont très très peu utilisés. Ils ont été faits avec des bonnes idées, mais pas personne les utilise. Puis après ça, on a l'adresse avec le chemin. Donc, quand on parle d'adresse sur le web, là, hein, il va y avoir la partie, bon, la première partie qui est la https:// c'est tout le temps le protocole, ça reste là. On a ensuite le nom de l'hôte, hein, le nom on dit aussi des fois le domaine. Donc, quand il y a des points hein, autour, ça fait partie du domaine, donc le www.thunderclient.com. Puis après ça, on a le slash, puis on va avoir ce qu'on appelle le chemin, okay, ou des fois appelé la route. Donc, s'il y a plusieurs slash, un peu comme des dossiers, hein, fait qu'on va pouvoir utiliser ça un petit peu plus tard. Fait que là, ici, il y en a un qui est là par défaut, hein, qui est là pour un test. Fait que je peux faire send, puis ça va l'afficher comme étant comme une requête que je peux refaire au besoin. Puis quand je fais le send, je peux voir ici le résultat de la requête. OK, donc ici, on a un statut. Donc, premièrement, quand on a une requête web, il y a toujours un code qui vient avec qui me permet de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec la requête. Puis, en fait, vous les connaissez, ces codes-là. Hein, parce que, admettons qu'il y a une page que tu as tapé la mauvaise adresse. Ça va être quoi le code d'erreur qui va être affiché? Exactement. Donc, on a le code 404, qui est le code qu'on reconnaît parce qu'on l'a déjà vu quelque part. Là. Donc, quand on fait une requête, puis mettons que la requête est considérée comme tu as essayé d'accéder à quelque chose qui est non disponible, qui n'est pas trouvé, ben, ça retourne le code 404. Mais quand les choses ont été trouvées, puis que tout va bien, le code le plus commun, okay, même si on ne le voit pas, parce qu'habituellement, tu vas juste avoir la page normale, ça va être le code 200 qui représente un OK. Ça veut juste dire que ça a fonctionné, il n'y a pas eu de problème, OK, tout va bien, puis on a eu une réponse. Donc, quand on regarde le résultat de ça, je peux voir que j'ai eu un OK. Puis, je peux voir ici le résultat que j'ai eu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi le format qu'on vient de recevoir ici? Là? Ça ressemble à du JSON. C'est exactement du JSON. Donc, on avait parlé des objets. Hein? Puis, si je me souviens bien, vous avez déjà travaillé avec MongoDB un petit peu. Est-ce que j'ai une confirmation de ça? Oui. Excellent.
Donc, MongoDB utilise comme format standard le JSON, qui est le JavaScript Object Notation. Donc, le but du JSON, c'est d'être capable de représenter des objets de JavaScript de manière textuelle. Puis, on avait jasé ici. Attends, il y avait des exemples quelque part. Non, il n'y a pas d'exemple sur la page. C'est dommage triste. Pas grave, on en a un exemple directement ici. Donc, la prémisse, c'est qu'on a des clés-valeurs. Donc, une liste de clés-valeurs où on a les clés qui sont des chaînes de caractères, puis les valeurs qui peuvent être de différents types, que ce soit des chaînes de caractères, soit des valeurs numériques, des valeurs nulles, ou même un autre objet ou un tableau avec des crochets carrés. Donc, une donnée quelconque formatée pour que ça soit vu de manière textuelle. Donc, quand on travaille sur la convention, c'est que quand on travaille avec nos applications web, on va avoir une application qui va être notre back-end, notre serveur. On va avoir des requêtes. En ce moment, on ne sait pas comment faire la couche de présentation. Fait que nous autres, on va utiliser le Thunder Client pour faire des requêtes. Puis l'application, elle va nous retourner une réponse. Puis s'il y a des données à fournir, habituellement, ces données-là vont être en JSON. Donc, c'est un peu comme la dynamique qu'on va voir avec ces différents outils-là. Donc, on va se créer une application, puis pour tester cette application-là, on va utiliser le Thunder Client pour faire des requêtes, puis voir les résultats en JSON derrière. Excellent. Donc, on sait où c'est qu'on s'en va. On sait qu'on veut faire une application qui va recevoir des requêtes HTTP, qui va être capable de répondre avec ça. Puis, on s'est dit que plus tard, la couche de présentation utilise du JavaScript, fait que notre couche de logique va aussi utiliser du JavaScript. Fait que ça fait en sorte qu'il va falloir créer une application en Node, avec Node, qui va nous permettre de créer quelque chose qui est capable d'intercepter des requêtes web, puis d'être capable d'avoir des réponses. Fait que pour être capable de faire ça, il y a du monde qui ont déjà fait ce qu'on appelle des frameworks, des quadriciels en français, qui nous apportent la majorité des technologies, en tout cas toute la partie technique est déjà faite pour nous, pour qu'on soit capable de juste configurer, nous, qu'est-ce qu'on a besoin par rapport à nos données, par rapport à notre problématique, puis ne pas avoir à réinventer la roue à chaque fois. Fait qu'on va utiliser une librairie, un framework, qui s'appelle Express, qui est pas mal le standard, le de facto pour faire des différents services web au niveau back-end. Donc, on peut voir ici que c'est un framework web pour Node.js. Fait que nous, on est en train d'utiliser Node.js. On veut faire du web. Fait qu'on va utiliser un outil qui me permet de faire ça rapidement et simplement. Mais là, la première chose qu'il va falloir être capable de faire, ça va être de créer un projet qui va avoir cette librairie-là. Parce que cette librairie-là, elle ne vient pas de nulle part. Il va falloir l'insérer dans nos projets, il va falloir la télécharger, il va falloir être capable de l'utiliser correctement. Fait que pour être capable de comprendre ça, il va falloir faire un petit détour pour jaser d'un deuxième outil qui a été installé en même temps. On avait vu au dernier cours là, que, bon, ici, je vais fermer les différents onglets des requêtes. Mais je peux aller les retrouver en recliquant. Ici, c'est comme une liste d'historiques. Fait que tu peux en faire tout le temps des nouvelles, ou sinon tu peux revenir refaire ceux que tu avais déjà faites comme tu voulais. Mais nous autres, si on revient à où on s'était laissé la semaine passée, on avait la prémisse de j'ai des fichiers
hein, .js. Puis, quand j'ai un terminal d'ouvert, moi, je peux invoquer Node qui va me permettre d'interpréter ce fichier-là pour être capable d'exécuter son contenu. Là, la problématique, c'est qu'on veut avoir à l'intérieur pas juste un fichier direct, on va vouloir avoir une librairie qui vient de quelque part d'autre. J'avais une question de... J'ai-tu vu Rémi passer? Ouais, j'ai levé ma main, puis j'ai enlevé. Ben, c'est que ça a plus ou moins rapport. Là, comment est-ce que dans Visual Code Studio, on peut avoir comme l'output de Thunder Client qui soit en bas plutôt qu'à droite? Toi, il est à droite à la place ici, tu dis? Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai essayé de jouer avec des splits là, dans l'éditeur, puis tout ça, puis j'ai pas le résultat que je veux. Genre. Je me demande juste comment est-ce que. Je suis Comme je pas te dis, certain. Ouais, c'est ça, au pire, on checkera après. Tu sais, ouais, comme tu c'est peux ça. prendre les onglets puis comme un peu les mettre où tu veux, là. Fait que je sais pas si ça te Ouais, permet ben j'ai de... juste un onglet, genre. J'ai Ouais, juste c'est un ça. onglet, puis c'est ça, ouais. Fait que je peux pas vraiment jouer avec. Ben, Parce que je moi, peux, mais. je sais pas. Moi, il est juste en bas, fait que je sais pas comment il a fait pour toi être à droite. Si tu te mets plein écran, ça fait quoi, genre, j'imagine? Ah, ok, je pense que c'est juste une question de Ah, taille. OK. Ouais. C'est bon. Fait que si tu rétrécis ta fenêtre, elle va être en bas. Peut-être. OK, bon. OK, all right. OK, merci. Alright. Fait que on était à la prémisse de on est capable d'utiliser Node, hein, en utilisant Node ainsi que le nom du fichier. Puis on est capable après ça de exécuter ce fichier-là. Mais là, on parlait de librairies. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des librairies avec notre programme? On va utiliser un deuxième logiciel qui a été installé avec Node qui s'appelle NPM. OK? Donc, si tu fais juste cliquer sur NPM, là, juste pour te prouver que ça fonctionne, tu vas avoir comme voici NPM, voici qu'est-ce que tu peux faire avec NPM. Fait que, premièrement, on a la prémisse que c'est comme. Qu'est-ce que ça veut dire NPM? Hein? C'est le Node Package Manager. Donc, le but d'NPM, c'est d'être capable de faire la gestion des paquets, la gestion des librairies. Donc, c'est un logiciel qui nous permet de télécharger, d'installer différentes librairies, différents frameworks, différents quadriciels, différents modules que d'autres mondes ont déjà fait pour être capable d'utiliser ces fonctionnalités-là sans avoir à rajouter puis de créer du code par nous-mêmes. Du côté de C Sharp, NuGet, N-U-G-E-T, là, fait un peu la même utilisation. Je ne sais pas, est-ce que c'est cet outil-là que vous aviez vu quand vous avez téléchargé des modules ou est-ce que c'est. Est-ce que NuGet, ça vous dit quelque chose? Ou, Ben, je l'ai utilisé une fois là, pour pouvoir utiliser MongoDB dans C Sharp. C'était Ouais, avec ben c'est plaisir. ça, là. Quand tu avais besoin de faire tes connexions à tes bases de données, là, soit le Entity Framework ou être capable de te connecter à des bases de données, là, c'est par là que tu passes. C'est le même principe, mais là, c'est pour Node, c'est pour JavaScript. Puis, ils ont un petit site, ça veut dire, là, OK, qui est comme la liste de tous les différents packages. Fait que si à l'intérieur de ça, mettons, je m'en vais voir Express, hein, ben, je peux voir que le package existe, OK, je peux voir que la dernière version, c'est il y a 6 jours. Je peux voir que dans la dernière semaine, il y a eu 26 millions de téléchargements. Donc, 26 millions d'autres personnes ont utilisé cette librairie-là. Comme je vous ai dit, okay, c'est vraiment la plus populaire pour être capable de faire ce genre d'outils-là. Là. OK? Puis, on a aussi, c'est quoi la différente documentation, d'où c'est que ça vient. Fait que, dans notre cours, on va vouloir être capable de faire ça. On va vouloir être capable d'utiliser Express. Fait que pour être capable de l'utiliser, on va aller regarder un peu comment installer cet élément-là. Donc, en fait, il y a juste une chose à faire quand tu es dans le dossier dans lequel tu veux avoir la librairie. Tu peux utiliser la commande npm install pour installer une nouvelle librairie, puis express.
Donc, cette commande-là, il faut que tu le fasses une fois dans le dossier où c'est que tu vas utiliser tes différents programmes. Donc, on a ici, on fait un petit clear juste pour se donner de la place. Donc, je suis dans le dossier où c'est que je vais faire mes affaires. Donc, je suis dans mon dossier B11. Là. Je dis npm install express. Puis avec ça, ça va faire les choses. Puis ça va nous installer cette librairie-là pour qu'elle soit disponible par la suite. Fait qu'on peut voir ici que ça a rajouté, en fait, pas juste Express, ça l'a rajouté. Oups. Après. Donc, ça a rajouté plusieurs différents packages. OK? Donc, derrière, lui utilisait d'autres packages, puis ça les a tous mis, en fait, dans le dossier Node Module. J'ai une question de Nadja. Oui, s'il vous plaît. Moi, je vais enlever tout le lien là, qui m'apparaît pour mon dossier, comme vous avez le cas là. J'ai essayé la commande que vous avez essayée la dernière fois, ça ne marchait pas. Pour moi, Tu ça me parles donnait que ça marque pas C2 points, blablabla, là? C'est ça, c'est trop long. Il n'y a pas de manière facile et conviviale de changer ça, malheureusement, sur Windows. Donc, tu es un peu obligé de subir. Ok, d'accord. Parfait. Merci. Désolé. Comme il y a des manières, là, mais c'est long et fastidieux pour le peu d'avantages que ça t'apporterait. On ne va pas configurer pendant 3 heures pour avoir juste ça. OK. Fait qu'on a la prémisse que la librairie est maintenant installée. OK. On peut voir ici que ça a rajouté des petits fichiers là, que nous, on n'aura pas besoin de regarder, là, mais ils sont là. OK. En fait, on a un package.json qui dit voici dans ce dossier-là toutes les librairies qui ont été installées. Je peux voir qu'on a installé Express. Puis si j'installe d'autres librairies, ils vont venir s'ajouter dans cette liste-là. Puis après ça, dans le Node Modules, il y a toutes les différentes librairies, toutes les affaires qui sont téléchargées. Okay, donc, on peut voir ici qu'il y a effectivement Express qui est disponible, puis lui avait besoin d'un paquet d'autres choses, fait qu'il les a téléchargés en même temps comme dépendance. Fait qu'on a installé la librairie, on veut être capable de juste voir que ça fonctionne. Fait qu'on peut aller voir le Hello World. Hein? Donc, on peut voir ici, c'est comme voici le code minimal pour être capable d'aller utiliser l'application. Fait qu'on va copier ça. Donc ici, je suis à... Attends, je vais vous mettre le lien en fait dans le chat. Donc, on a le code minimum que nous, on va utiliser. Fait qu'on va se faire un nouveau fichier, mettons. Appeler express1.js. On copie ça. On n'oublie pas que si on a une petite pastille noire, c'est parce que le fichier a été modifié et pas encore sauvegardé. Fait que je vais sauvegarder le fichier en passant sur CTRL-S. Donc, je peux voir ici que le fichier est sauvegardé. Donc, j'ai pris l'exemple du Hello World. Je l'ai juste copié-collé directement dans un nouveau fichier, dans le dossier dans lequel j'ai installé Express. Puis là, je vais pouvoir rouler cette application-là. Donc, comment est-ce que ça fonctionne pour rouler l'application? Mais là, ça reste pareil. Hein? Fait que je vais faire un clear pour avoir ça clean. Mais ça va être Node suivi du nom du fichier que j'ai créé. Fait qu'on peut voir ici, c'est Node, c'est le nom du fichier. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que ça l'exécute. Je peux voir que ça partit, il y a un console log, il y a des choses qui se passent. Mais ça reste en activité. Hein? Donc, le programme ne s'arrête pas. Parce que ici, on est en train de rouler un programme spécial qui est un serveur, en fait. C'est un serveur web qui va servir des réponses à des requêtes. Fait que ce serveur-là, pour qu'il soit capable de répondre à n'importe quelle requête, il faut qu'il soit en train d'écouter. Il faut qu'il attende d'avoir des nouvelles informations. Donc, ces programmes-là qu'on va faire, ça va être des programmes qui ne quittent pas par défaut. Que quand tu le pars, ils se mettent en écoute
puis ils attendent d'avoir des requêtes à partir de ce moment-là. Fait que là, la question, c'est comment est-ce que je fais pour être capable de vérifier si mon résultat est bon, si j'ai effectivement des réponses possibles. Ben, on s'était dit, pour être capable de tester nos différentes applications, on va utiliser le Thunder Client. Hein? Donc là, l'application, elle roule. Okay? Sur mon ordi, ça me dit que ça l'écoute sur le port 3000. OK? On garde ça en tête. Fait que pour être capable de tester ça, je vais réouvrir mon Thunder Client. Je vais faire une nouvelle requête. OK? Puis ici, l'adresse que je vais mettre, je vais la changer parce que c'est plus thunderclient.com, ça c'est un site externe. Là, il va falloir communiquer avec notre propre ordinateur. Donc, par défaut, quand on communique avec notre propre ordinateur, on peut utiliser une adresse qui est le localhost. Puis là, tantôt, ça nous a dit que c'était sur le port 3000. Fait qu'on peut, on doit en fait, indiquer que c'est ce port-là, parce que sinon, ça utilise le port par défaut des requêtes HTTP, qui est le port 80, puis dans ce cas-ci, ça ne fonctionnera pas. Donc, on va avoir le localhost 2.3000. Fait que quand je fais la requête, je vais mettre la requête sur le côté. Fait que j'ai fait la requête. Fait que là, ici, j'ai mis le code, là. J'ai mis la requête sur le côté. Fait que tu vois, j'ai mis localhost 2.3000. Ça nous disait que le serveur écoute sur le port 3000. Puis là, je peux voir ici que le Hello World, qui était dans mon programme, ben, c'est ça que j'ai reçu comme réponse à ma requête. Fait que là, je viens vraiment de reconstruire qu'est-ce que je voulais faire, là. Hein, avec la prémisse de j'ai une application qui roule. Cette application-là roule comme étant ma couche de logique, ma couche de business, à l'écoute pour des nouvelles requêtes. J'ai, avec mon Thunder Client, fait une requête. Puis, le programme a dit, ben c'est ça la réponse. J'envoie la réponse, puis là, je peux voir le résultat de la réponse ici. Hein, fait que là, comme on a notre boucle complète pour être capable de comme, créer nos applications, puis tester nos applications. Là, encore une fois, c'est parce qu'on ne sait pas encore comment faire la couche de présentation qu'on va voir plus tard. Fait qu'on insère le Thunder Client comme un facsimile, comme juste un outil de test qui me permet de tester les requêtes, avoir les réponses, sans avoir à savoir le restant des informations. Fait que on a maintenant une application qui roule, à laquelle on est capable de faire des requêtes, puis on est capable de recevoir des réponses. Avec ça, on a le droit de prendre une première petite pause. Donc, on va prendre une pause de 15 minutes. On va revenir à 14h05 pour commencer à aller regarder qu'est-ce qu'on a écrit ici, là, puis qu'est-ce qui était possible pour être capable de configurer ce serveur-là, puis faire exactement ce que moi je voulais. Avant ça, j'ai une question de Rémi. C'est juste te demander si je pourrais te poser une question en privé pendant la pause ou tu veux profiter de Non, ta non, pause. c'est correct, là. Parfait, good. All right, merci. Fait que je vais te mettre dans une salle de dérivation, puis ça pas possible. Fait que on dit pause, puis on dit retour 14h05. À tout de suite. Donc, bon retour de la pause. On revient avec notre application Express. Hein, donc, on vient tout juste de faire un gentil Hello World qui me permet de exécuter une application. Puis, de cette application-là, je peux envoyer une requête en utilisant ici un outil, le Thunder Client, qui me permet de voir le résultat apparaître. Fait que, premièrement, on va aller juste tester quelques petites choses. Hein. Un élément qui va être important de comprendre, c'est quand on utilise
Node, lui, il va loader le fichier d'un coup quand je l'exécute. Ça veut dire que si, admettons, je fais un changement ici, là, où je change le fichier, hein, là, on peut voir que le fichier n'est pas encore en modification, mais je le sauvegarde en cliquant sur CTRL-S, promesse, dépendamment de ton système. Si je fais la requête, hein, parce que c'était ça le Hello World de tantôt, j'ai pas partagé d'écran. Hein. Je suis désolé. Vous avez bien fait de m'arrêter. Parfait. OK, on est bon. On revient. Donc, je reviens en arrière. OK. Donc, on avait notre fichier Express.js qui est en train de s'exécuter, puis qui me permet d'avoir un résultat. Là, ici, ce qu'on faisait, c'est on voulait changer le résultat du fichier. Donc, ici, il faut faire attention, juste changer le fichier, même si je le sauvegarde. Là. Si je reroule la requête, ça va quand même me donner l'ancienne version de quand j'ai commencé l'exécution de mon programme. Donc, pour être capable d'avoir des modifications, puis que ces modifications-là prennent effet, il faut non seulement que je modifie le fichier puis je le sauvegarde, mais il faut aussi que j'arrête l'application qui est en cours, puis que je la redémarre. Donc, pour être capable de redémarrer cette application-là, il va falloir que j'arrête l'application, donc que j'aille dans l'onglet du terminal, puis que je clique sur CTRL-C. Hein? Donc, je paye sur CTRL-C, là. Donc, CTRL plus C. Puis ça l'arrête l'exécution courante de mon application. Si vous êtes sur Windows, ça se peut que ça vous demande « Do you want to terminate the batch job? » Tu cliques « Oui » ou « Yes », dépendamment de ton système. Puis une fois que tu es revenu au terminal, ben, tu peux réexécuter l'application qui va loader le maintenant nouveau fichier. Puis une fois que la nouvelle version est chargée, quand tu vas faire la requête, c'est là que tu vas pouvoir voir la répercussion de ta modification. Fait que la première chose à bien comprendre, c'est que on a besoin de recharger l'application pour être capable de voir les modifications. Là. Donc, si vous essayez des choses, puis on dirait qu'il n'y a rien qui change, souvenez-vous que ça va être important de reloader l'application. Excuse-moi, c'est quoi la commande pour arrêter l'application, s'il vous plaît? Quand tu sélectionnes la partie de terminal, donc c'est important de cliquer à l'intérieur de la partie de terminal pour que ce soit elle qui soit sélectionnée, tu peux utiliser le raccourci CTRL et ensuite C. Donc là, j'ai écrit, là, mais c'est sur le clavier, tu CTRL C, comme pour copier. Puis ça devrait arrêter l'application. Ça se peut que ça te demande un petit message, là. Do you want to terminate the batch job ou voulez-vous terminer l'application en batch? Je ne sais pas c'est quoi en français. Puis que tu cliques oui ou yes. Puis que ça te retourne. Ça ne marche pas? Veux-tu partager ton écran? On va pouvoir regarder ça et déterminer qu'est-ce qui se passe. Zoom ne veut pas parce qu'il dit que tu es déjà en... Ah, ok, je vais arrêter le partage. Tu peux maintenant y aller. Excellent. Donc, en fait, ici, l'application n'était pas en cours. Fait que, là, elle l'était. Fait que ici, admettons que tu la pars. Fait que si tu marques, admettons, Node avec le Express 1.js, attention, ici, il n'y a pas de point entre Node et Express, il y a un espace. Il faut utiliser le tab, hein? La joie du tab, c'est magnifique. Oui, effectivement. Ou en fait, la flèche vers le haut aussi va être la dernière action que tu as faite. Aussi, oui. En gros, l'application est en train de s'exécuter.
OK. Là, quand elle, tu veux la terminer, tu peux cliquer sur CTRL-C. Tu vois que ça se termine immédiatement. Ça te redonne ton invite de commande. OK. Puis là, tu pourrais faire des modifications, le sauvegarder, puis repartir l'application pour avoir les modifications que tu as faites. Parfait. Merci bien. Bon oeil, je l'aurais possiblement pas vu. Donc, maintenant, avec l'enregistrement reparti, on va être capable de revenir voir dans notre documentation qu'est-ce qui se passe quand on exécute ça, puis qu'est-ce que ça l'implique, ces différents éléments-là. Donc, on a... Ici, on va se mettre un petit peu plus large, juste pour que j'aille assez de choses. Puis, on va premièrement aller voir juste le code que nous, on a fait. Puis, on va aller jaser un petit peu de comment ça fonctionne, les librairies sous JavaScript, NPM et Node. J'ai une question de Tony avant ça. Oui, excuse-moi, moi j'ai l'impression que je suis complètement perdu parce que ça me génère une erreur. J'ai l'impression que j'ai un module, il me dit module not found. J'ai l'impression qu'il y a un petit bout que j'ai échappé. Mhm. Donc, ici, pour être certain, quand on est en train de faire tout ça, on a créé un fichier où c'est qu'on avait ce code-là. Mais avant de l'exécuter, il fallait avoir installé la librairie qui demandait de faire le npm install express. C'est ça, oui, je crois. Puis à l'intérieur de ce fichier-là, on devrait avoir un dossier Node Modules, le fichier package, le fichier package.json qui aurait dû être créé. Faire attention que ce soit bien dans le même dossier directement que dans lequel tu es en train d'invoquer les différentes commandes. Si ça ne fonctionne toujours pas, on peut le dire, on peut partager ton écran et voir qu'est-ce qui se passe. Oui, je vais un peu essayer parce que je suis complètement perdu. Tu peux partager ton écran, on va regarder ça. Voilà. Mhm. Donc, premièrement, ici, fais attention, tu n'es pas dans le bon onglet. On peut aller dans l'onglet Terminal à la place. En ce moment, tu es dans le Debug Console. Excellent. Voilà. Donc, là, ici, premièrement, je peux voir que tu n'as pas dans le dossier, tu n'as pas le dossier Node Modules, tu n'as pas le fichier package.json. Donc, c'est indicatif que la librairie n'a pas été installée. Donc, Oui. la première chose qu'on va exécuter, ça va être dans le terminal. Tu vas pouvoir faire le npm install express en 3 mots séparés par des espaces. Alors, comment j'ai ça dans le terminal parce que là, T'es à la bonne place, là. Tu peux taper à cette place-là. Tu es dans le terminal. OK. NPM. Espace install, espace express. Donc, on peut voir les maintenant dossiers Node Modules, les 2 fichiers additionnels. Donc, la librairie a maintenant été installée avec succès. Tu peux maintenant, encore une fois dans le terminal, là, essayer d'exécuter ce fichier-là. Donc, en utilisant le node espace express1.js pour exécuter ce fichier-là, tu devrais avoir l'application qui démarre et qui dit qu'on est en train de peut autoriser. C'est une application web. C'est normal que ça demande des accès sur la réseautique de la chose. Puis tu es maintenant en business avec l'application. Ah, OK, merci. Donc, en fait, il me fallait installer le module. Exactement. En fait. Donc, dans le dossier pour qu'il soit utilisable. Parfait, merci. Moi aussi, j'ai le même problème. Il me dit not found. Module not found. Je sais pas. Mhm. Ah, Express 1. D'accord, c'est bon. Je pense que j'ai fait une Tu petite as erreur. fait une faute de frappe sur le fichier. Ouais. Parfait. Fait que je vais repartager mon écran. On va vérifier l'enregistrement continue normalement. OK. Super. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe ici pour être capable de bien comprendre les différentes parties.
Donc, on va premièrement regarder à un niveau, avant de parler de la librairie d'Express, là, on va parler à un niveau plus général que ça. Donc, on commence avec notre première ligne, OK, où on a le mot-clé require. Donc, le mot-clé require, c'est le mot-clé que Node utilise pour importer des fichiers, des modules, des librairies, OK, dans un projet, dans un programme. Donc, vous pouvez le voir un peu comme dans le C#, quand tu fais le using quelque chose, là, c'est le même principe avec le require. Fait on peut voir qu'on a le require qui est la librairie Express, puis ça le charge dans un objet. OK? Donc, c'est un objet qu'on a appelé Express. J'aurais pu l'appeler patate. C'est juste que c'est le fun de donner le même nom, comme ça, on ne se perd pas. Après ça, au niveau de la librairie d'Express. Donc, la librairie d'Express travaille avec un seul objet qui va être construit avec l'utilisation d'un constructeur qui vient avec la librairie. Fait qu'on peut voir on utilise l'objet de la librairie comme si c'était une fonction qui va être en fait un constructeur d'objets qui va construire l'objet que j'ai besoin pour travailler avec. Fait qu'on peut voir ici, on a un app, okay, un app, qui va être l'objet avec lequel on va travailler tout le long de quand on veut travailler avec Express. Donc, par convention, on l'appelle toujours app. Donc, vous allez voir dans tous les exemples de code que vous pouvez trouver sur Express, ça va toujours utiliser le app quelque chose. C'est automatiquement l'objet de ton application qu'on va configurer. Puis là, après ça, on peut voir que quand on travaille avec la librairie, on peut voir qu'on appelle des méthodes de cette application-là, de ce app-là. Puis c'est ça qu'on va aller regarder quand on veut configurer notre serveur Express pour être capable de décider à quoi on répond, puis ça va être quoi les différentes réponses. Parce qu'encore une fois, on se souvient, notre prémisse, c'est qu'on est en train de faire une application qui est capable de répondre à des requêtes, puis de fournir des réponses à ces requêtes-là. Donc, il faut décider c'est quoi les genres de requêtes qu'on peut avoir, puis ça va être quoi les genres de réponses qu'on donne à ces requêtes-là. Avant de regarder les différentes requêtes, là, qui est le milieu, là, on va avoir la dernière partie qui active l'application, qui va être un peu la forme avec laquelle on va utiliser toutes les autres méthodes avec Express. Donc, c'est intéressant de s'attarder un peu à comment ça fonctionne. Donc, je peux voir que j'ai le app, puis là, j'ai un point avec le nom de la méthode. Fait que ça, c'est pas mal standard, on s'attend à ça. On a donc des paramètres d'entrée. Donc là, ici, ça dicte sur quel port. Puis on peut voir ici, c'est sur le port 3000. Puis on peut voir aussi que quand on l'activait, c'était sur le port 3000. Donc, je peux changer le port si, admettons, il est déjà pris ou il est bloqué ou quoi que ce soit d'autre. Je suis en train de rouler plusieurs serveurs en même temps. Je peux prendre différents numéros de port. Donc, on peut le changer directement ici. Puis, comme deuxième paramètre, parce que ça, c'est un appel de méthode. On a une parenthèse. On a un premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est quoi? Ben, c'est ce qu'on avait vu à la fin de la période de la semaine passée, qui était un arrow function. Donc, les arrow functions, à quoi ça sert? C'est que ça me permet de créer des micro-fonctions comme instantanément, là, à la place de devoir l'écrire puis d'être capable de la passer par la suite. Là, c'est capable de dire, ben, le listen a besoin d'avoir une fonction qui va être automatiquement appelée, automatiquement invoquée quand le serveur part. Fait que je peux fournir cette fonction-là, puis dire, quand le serveur est parti, va faire ça. Donc, ce principe-là de quand telle chose se passe, va faire ça, mais ça ne sera pas tout de suite. Ça va être juste quand il va être parti, quand il va être prêt, quand il va avoir réussi.
ce principe-là de voici une description d'une fonction, voici une liste d'instructions à faire, mais fais-les pas tout de suite, fais-les juste un m'emmener d'autres. C'est un concept qui revient beaucoup dans les serveurs web, qu'on appelle un callback. Okay? Donc, en C#, là, ils appellent ça des delegates. Puis dans d'autres langages, il y a d'autres noms. Donc, le principe de callback, un call, c'est un appel. Back, c'est comme après quelque chose. Donc, le callback, c'est une fonction qui va être exécutée pas tout de suite quand il passe dans le code, mais après une certaine condition qui va dépendre de la méthode, qui va dépendre de qu'est-ce qui est d'autre qui est en train d'être configuré. Puis on peut voir que le principe de callback, c'est quelque chose qui va revenir assez souvent avec Express. Fait que ça va toujours être la dernière chose qui va se faire. Okay? Donc, à la fin de tous nos programmes d'Express, c'est ça qui part l'application, c'est ça qui part la boucle infinie, qui me permet de dire, ben là, va lire telle affaire de même. Donc, c'est toujours la dernière chose qui se passe. Fait que, pour être capable de décider ça va être quoi les différentes requêtes, ça va être quoi les différentes réponses, ben, il va falloir avoir des configurations de route. Donc, on va aller voir comment ça fonctionne dans notre documentation. Donc là, on s'en va voir ce qu'on appelle le Basic Routing. Donc, comment ça fonctionne? Ben, il va falloir rajouter des configurations à notre application pour dire telle route donne telle réponse, telle route donne telle réponse, telle route donne telle réponse. Puis, on a un format général. Donc, la prémisse, c'est que c'est le app. Comme j'ai dit par défaut, ça va toujours être la représentation de notre application et de ses configurations. On va avoir une méthode, qui est en fait une méthode HTTP en minuscule. Donc, on en a jasé tantôt là, des méthodes HTTP. On avait dit ici. Je vais juste aller. Ici, sûrement. Ouais. Les différentes méthodes, le get, le post, le put, et ainsi de suite, ça va être en minuscule, par contre, dans le nom de la méthode. Mais ça va être ça qui va me permettre de configurer c'est quel type de méthode auquel je suis capable de répondre. Après ça, on a deux paramètres. Un paramètre qui va être le chemin d'accès. Donc, encore une fois, un petit rappel, quand on travaille avec une URL, quand on travaille avec une adresse, on a la partie de l'hôte qui ne change pas. Puis après ça, on a des éléments avec des slash qu'on appelle la route, ou qu'on appelle le chemin. Donc, on a ici la partie de chemin. Donc, le chemin, dans ce cas-ci, ce serait en-starter-basic-routing.html. Puis, donc, ça, c'est notre deuxième paramètre. Puis, c'est notre premier paramètre de 2. Notre deuxième paramètre, ça va être ce qu'on appelle le handler, le gestionnaire, qui va être la fonction qui va être exécutée quand la route va être matchée ou quand quelqu'un va faire une requête sur cette route-là. Okay? Donc, quand le chemin va être sélectionné. Fait que si on regarde qu'est-ce que ça nous donne avec notre exemple de tantôt, on a notre app. On dit je veux répondre à des get, qui est la méthode de base. Je veux répondre sur le chemin qui est un slash. Donc, le chemin par défaut, la racine, quand tu marques juste le nom du site web, quand tu marques juste le nom de l'hôte, du host, ça va être le slash. Fait que là, on dit sans rien d'autre. Ce qu'on va avoir, ça va être le handler. Ça va être quoi? Ça va être un autre fonction fléchée, un autre arrow function. Donc, quand j'ai un get sur le slash, va faire cette affaire-là. Fait que juste avec ces connaissances-là, on peut commencer à essayer de voir des variations. Fait que, premièrement, si je roule, oups, je ne vais pas faire. Si je roule mon application,
je ressors mon Thunder Client, OK, puis j'essaye d'aller sur un autre chemin autre que le slash de base. Ben, je peux voir que dans ce cas-là, quand le chemin n'est pas considéré, ben, ça me donne un code d'erreur 404, hein, le code d'erreur not found. Donc, j'ai reçu ta requête, mais ce que tu me demandes, je ne l'ai pas. Fait que je te retourne comme réponse un code d'erreur qui dit 404, je ne l'ai pas trouvé. Fait que si j'essaie de le faire fonctionner, je pourrais dire, je copie ça. Puis j'ai donc maintenant deux configurations de deux différentes routes. Donc une première qui est pour la route de base. Puis un deuxième qui va être sur autre chemin. Là, j'ai fait des modifications, j'ai sauvegardé, mais il ne faut pas que j'oublie de repartir mon application pour avoir la dernière version de loader. Puis là, quand je retourne dans ma requête, si j'essaye sur autre chemin, je peux voir que ça me donne, on va les mettre côte à côte, on va voir les résultats. Donc, si je suis sur autre chemin, je peux voir que ça me donne le résultat. On ne sait pas trop encore le rec-res, qu'est-ce que ça implique, là. Puis, on va avoir sur le chemin standard, on dit que le chemin en racine, le root address, me donne la première configuration. Puis, si on tente quelconque autre chemin, ça ne fonctionne pas, ça me donne 404 non trouvé. Fait que déjà là, c'est intéressant. On a une prémisse de, bon, un setup avec un peu les importations. On a l'exécution de notre application. Puis là, entre les deux, on va avoir toutes les configurations de l'application que moi, je veux avoir. Donc, je vais être capable de dire, voici les requêtes que tu peux me faire. Puis, moi, je vais pouvoir décider c'est quoi les réponses que je t'envoie par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qui se passe après ça avec la deuxième partie? Là? Okay? Avec le rec-res. Donc, si on regarde, on dit que c'est une fonction fléchée, hein? Un arrow function. Puis, qu'est-ce qu'on peut sortir de cet élément-là? C'est que c'est une fonction qui va avoir deux paramètres d'entrée, rec et res. Puis, on peut voir qu'on utilise le res dans le code déjà préfait. Donc, la prémisse ici, c'est que cette fonction-là de callback, ces handlers-là, ont toujours deux paramètres, toujours dans le même ordre. Donc, ça va toujours être rec et res. Puis, vous allez voir, même si on travaille dans d'autres librairies, okay, ou dans d'autres langages, ces termes-là, ces principes-là restent. Quand on fait des serveurs web, puis qu'on doit répondre à des requêtes, il va toujours avoir une configuration du serveur, puis dans la configuration du serveur, il va tout le temps avoir le rec puis le res. Le rec puis le res, c'est représentatif, on va aller voir la référence, des informations de la requête, puis le res va être représentatif des informations de la réponse. Fait que si je regarde qu'est-ce qui est là en ce moment, ben, dans mon res, dans ma réponse, j'ai une méthode send, une méthode d'envoi, qui me permet de dicter qu'est-ce que je veux envoyer donc comme réponse. C'est ça que j'utilise en ce moment pour être capable de dire, ben, quand je
fais une requête sur le slash, lui, il va dire, OK, c'est là qu'on s'en va. Donc, je renvoie comme réponse Allô la classe. Puis on peut voir ici le résultat de la réponse dans le Allô la classe. Fait que ça, c'est intéressant. On peut utiliser d'autres méthodes sans problème, mais nous, on va pas mal juste s'attarder au get. J'ai une question de Tony. Oui, alors c'est encore moi. Il n'arrive pas, en fait, je crois avoir suivi le chemin comme il fallait, mais simplement chez moi, il m'indique tout le temps qu'il ne trouve pas le. Il me dit qu'il ne trouve pas le. Il m'envoie le message 404 not found. Mm-hmm. Donc ici, est-ce que tu as bien reparti l'application? Puis est-ce que tu as bien sauvegardé le fichier? C'est les deux erreurs typiques. Oui, c'est ça. Dès que j'ai pas reparti l'application, je vais lever l'Express. JS. Voilà. Alors là, je l'ai reparti. Je reviens ici. Non, il ne me trouve pas. OK. Veux-tu partager ton écran? On va regarder ça. Voilà. Donc, je ne vois pas dans mon JS là. Le voilà. Je crois que j'ai pas fait d'erreur. Je repars. Ici. Je n'arrive pas à laisser. CTRL-C, non? Mm-hmm. Donc ici, pour arrêter, puis je ne vois pas que tu l'as arrêté là. Une fois que tu as sélectionné le terminal, il faut que tu fasses CTRL-C pour arrêter l'application en cours. Là, tu peux voir que tu as nouvellement l'invite de commande. Puis là, tu peux réécrire Node Express1.js. Puis là, tu viens de la repartir parce que tu ne l'as pas reparti auparavant. Là. D'accord. Puis là, si tu réessayes avec. Et voilà. Moi, j'ai un code. OK. CTRL-C. OK. Parfait. Merci. Pas de problème. J'ai un code de 4091. OK, montre-nous ça, on va aller voir. Ça, c'est les carottes sont cuites. Ça va pas bien, c'est des patates. Ah, ben là, c'est pas 40-92 les patates? En tout cas, peut-être que je me trompe. Tu peux nous partager ton écran, Caroline, puis on va regarder ça. Excellent. Super, c'est bon. C'est bon. Puis c'est quand tu. OK. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, tu es en train d'avoir plusieurs versions qui sont en train de s'exécuter en même temps. Donc, il faut faire attention parce que en ce moment, tu as sûrement possiblement cliqué sur le petit plus ici, là, où tu as parti d'autres terminals pendant que tu en avais déjà d'ouverts. Je l'avais fermé ici. Ben, ici, en fait, je peux les voir, là. OK? Tu as en ce moment 3 différents onglets de 3 différents terminaux. Pour être capable de les fermer pour de vrai, il faut que tu cliques sur la corbeille, en fait. Ah! C'est que là, je fais ça? Ouais, tu peux le faire une autre fois. Là, tu peux voir, tu es rendu à ton dernier qui te reste, puis lui, il est en train d'être exécuté. Là. OK. Fait que, si tu peux faire CTRL-C à l'intérieur de la fenêtre du terminal pour l'arrêter. Puis, l'erreur 4091, qui était le iAdrenews, hein, qui était que le port était déjà utilisé. Donc, il n'était pas capable de partir une deuxième application en même temps. C'est que là, ça fonctionne. Ça devrait, en tout cas. Puis tantôt, j'ai changé hello pour bonjour. Mm-hmm. Techniquement, ça devrait avoir été changé ici. Si tu refais la requête, donc n'oublie pas de peser sur le piton send, et on peut effectivement voir que c'est maintenant bonjour. Super, merci.
Excellent. C'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Fait qu'on a... Ça continue à enregistrer, tout est bon. On a donc d'autres possibilités pour configurer d'autres méthodes, mais nous, on va pas mal s'attarder sur le get. On va aller voir comment travailler avec des routes variables, OK, avec du routage un petit peu plus complexe. Donc, nous, on va aller voir. Je vais aller juste... Non. Je vais juste vous donner le lien au complet. Donc, il y a différentes variations qu'on peut avoir avec les routes. Nous, on va aller voir ce qu'on appelle les paramètres de route. Donc, dans cette page-là de routage principal, là, okay, dans la documentation, nous, on va aller voir un petit peu plus loin. Là, on a déjà vu les méthodes, OK? On a les chemins, on en a déjà parlé. Puis, on va avoir ce qu'on appelle les paramètres de route. C'est ça que nous, on veut aller regarder. C'est ça qui va être le plus important. Donc, là, la question qu'on peut se poser, c'est quoi les genres de chemins qui peuvent être intéressants pour avoir une communication saine et utile? Fait que ça, c'est une question que vous allez aborder plus dans la deuxième partie du cours. Fait que je n'irai pas dans les détails de pourquoi, comment, puis c'est quoi toutes les méthodologies derrière. Mais on va aller regarder le principe de ce qu'on appelle un API, parce que c'est ça qu'on est en train de construire. Le principe d'une interface de programmation avec laquelle on est capable de jaser entre des applications. Puis, on va aller en faire une qui est de type REST. Donc, le type REST a comme des éléments fonctionnels simples et conviviaux, puis il y a comme certaines règles qu'il faut suivre. Nous, on n'ira pas dans cette partie-là, dans ma partie à moi. Vous allez plus regarder ça avec AFED, mais on va regarder un peu qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc, le principe, c'est que dépendamment du chemin que tu demandes, tu vas pouvoir fournir une information spécifique. Hein? Donc, le principe ici, c'est que, c'est un exemple, là, je vais vous envoyer le lien aussi dans le chat, puis regarder en même temps. Donc, à l'intérieur de ça, on a différents chemins qui représentent des exemples de qu'est-ce qu'un serveur pourrait nous donner. Fait que si je veux, là, ici, ça représente, mettons, un outil de blogage, là, où c'est qu'on a différents posts, des commentaires, des albums, des photos, des to-dos, des users, puis ça va être une liste d'informations pour chacun. Fait que le principe, c'est que je peux aller chercher le post, hein, puis là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça me donne la liste de toutes les posts. Puis là, notre formation de JSONien, OK, rentre en compte, puis on est comme, OK, là, c'est un tableau d'objets JSON avec des éléments identifiants à l'intérieur. OK, ça sonne des informations que je peux facilement travailler à un niveau de données. Mais souvent, je n'ai pas besoin d'avoir toute la liste des posts. Hein? Donc, j'aimerais configurer mon serveur pour être capable de non seulement avoir toute la liste, mais être capable d'avoir une sélection plus spécifique de la liste. Puis, je veux que cette sélection plus spécifique de la liste-là utilise le chemin pour être capable de faire la sélection. Donc, les API REST, là, que vous allez voir plus en détail, la prémisse, c'est que j'utilise le chemin comme une espèce de dossier pour aller chercher une information. Puis, il va y avoir des informations qui vont être variables, dépendamment de la source de données. Donc là, ici, j'ai la liste de tous les posts. Quand je m'en vais dans /post, on peut voir ici le /post. Mais si je m'en vais dans /post /1, ben là, ça va juste me donner le premier. Puis si je m'en vais dans /post /45, ça me donne le 45e.
Donc, je peux utiliser l'élément du chemin pour être capable d'aller chercher une information spécifique dans ma structure de données, dans ma base de données auquel je suis connecté, dans ma source de données. Mais là, la problématique, c'est que si j'ai pause 45, pause 46, pause 47, ben, si je veux faire ça dans mon programme, ben là, il faudrait que je fasse un copier-coller, OK, avec pause 5, pause 6, pause 6, pause 2. Bon, en informatique, OK, une bonne règle de main, là, c'est que si tu t'en vas faire un copier-coller plus qu'une fois, là, habituellement, il y a une meilleure manière de faire les choses. Hein, parce que on automatise, les informaticiens, on n'aime pas trop ça se répéter. Donc, il y a des techniques avec Express qui vont me permettre de représenter cette fonctionnalité-là. Donc, d'avoir un chemin, mais d'avoir un élément variable dans le chemin qui va venir varier la réponse. Fait que c'est ça qu'on va aller regarder quand on va aller regarder les paramètres de route. Donc, dans le guide de routage, si tu descends à peu près au premier tiers, on a les paramètres de route qui indiquent que si j'ai besoin d'avoir un élément variable dans mon chemin, je peux utiliser le 2 points à l'intérieur pour être capable de représenter un élément variable. Fait que parfait, on va tester ça. Fait que on veut faire une nouvelle configuration. Je fais mon app.get. Pas mis à la bonne place. App.get. On dit c'est quoi le chemin. Donc ici, admettons, je vais dire API. Puis là, je vais dire, je veux avoir quelque chose de variable après. Hein, parce que c'est ça qu'on a spécifié ici. Il faut que ce soit un chemin. Puis dans le chemin, il faut qu'il y ait quelque chose avec un 2 points à l'avant. On peut voir ici qu'il y a une délimitation automatique là, entre les slash. Donc, c'est pas n'importe quel caractère que tu peux utiliser dans les chemins. Là. Puis le slash est un caractère important de délimitation. Donc, je vais être slash API, slash var. Puis là, après ça, j'ai mon arrow function. Et on va juste mettre un petit texte pour l'instant, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Fait que je viens de mettre quelque chose de nouveau. Je viens de sauvegarder le fichier. Il faut que je redémarre l'application pour être certain de charger ces derniers changements-là. Si je regarde, ma première configuration reste bonne. OK. Mon autre configuration reste bonne. OK. Mais là, si je m'en vais dans... Là, j'ai dit, je veux API slash quelque chose. Puis là, je peux voir ici le quelque chose. J'ai juste mis n'importe quoi, là. Puis ça a marché pareil. Hein, fait que je peux mettre des chiffres, je peux mettre des affaires, je peux mettre allô. OK? Mais si j'essaye d'aller sous un autre sous-chemin, avec un autre slash, ça ne fonctionne pas. Hein, fait que faut faire attention, les slash, c'est des délimiteurs importants. Là, il était comme, ben là, j'ai cette partie-là. Là, tu me dis que ça, c'était variable, mais là, je ne le vois pas, celle-là. Là. Fait que je ne suis pas capable de te donner ça. Mais on peut voir que on a la première partie qui est directe. Puis après ça, on a une partie variable. OK? Puis je peux le représenter. En passant à l'élément avec le 2 points, qu'est-ce que je marque? Je sauvegarde, je repars mon application. Ça ne change rien, là. OK, à la fonctionnalité. C'est moi qui donne le nom à l'élément avec le 2 points. Fait que là, je suis capable d'avoir une requête qui a une réception variable, hein, que plusieurs chemins peuvent se rendre dans cette partie de code-là. Mais
j'aimerais ça être capable d'utiliser cette valeur-là pour être capable de, justement, l'utiliser pour aller chercher une information dans un tableau, pour aller faire une requête SQL, pour l'utiliser dans mon problème. Fait que si je regarde, ça me dit quand j'utilise les paramètres de route, je vais avoir les valeurs capturées. Donc, attends, je vais mettre ça un petit peu plus gros au cas où que on voit mal. Donc, les informations capturées sont mises dans notre objet rec, dans notre objet de requête, sous l'attribut params. Puis là, on a un exemple ici. Fait qu'on dit, on a /users, /user_id, puis là, on a books, puis là, on a 2 éléments variables. Puis admettons qu'on donne la requête users 34, books 8989. Ben, dans cet objet-là, on va avoir le nom de la variable que j'ai créée avec la valeur que j'ai rentrée durant la requête. OK, fait que j'ai recparams, puis il semble se passer des choses dans recparams. Fait qu'on va faire comme les autres qui ont fait. On va renvoyer recparams, juste pour voir ce que ça donne. Je viens de faire une modification, je viens de sauvegarder le fichier, il faut que je reparte l'application pour avoir la dernière version de chargée. Puis là, quand j'envoie ça, je peux voir que dans recparams, j'ai un objet avec comme clé, une clé valeur qui a comme clé le nom que j'ai mis dans le chemin, puis comme valeur, la valeur que j'ai mis dans la requête réelle. Fait que là, avec ça, la prémisse, c'est que si j'ai, admettons, un tableau avec des valeurs, ben, je pourrais utiliser le recparams. Là, ici, ça, je sais que ça va avoir cette forme-là. Là. Fait que ça, ici, c'est un objet. Fait que je peux enchaîner les éléments puis aller chercher le nombre. Ici, je vais marquer l'indice. Fait que je vais avoir un indice. Puis l'indice, ça va être le nombre que moi, je vais avoir rentré. Là. Donc, le principe, vraiment, c'est que quand moi, je vais faire ma requête, lui, il va aller trouver le API nombre, puis le nombre, il va aller directement le mettre là. Puis ça, ce que ça va me permettre de faire, c'est que ça va me permet de l'utiliser comme indice dans mon tableau. Fait que, mettons comme send, je peux mettre à la place AR, crochet carré, IDX. On vient de sauvegarder quelque chose, je repars mon projet. Puis là, si, admettons, je marque 3. Oups, ça tue. Ok, attends, on va mettre du texte parce que là, ici, il y a effectivement un petit problème avec le principe d'envoyer des nombres. On va voir tantôt. Yep, là. On repart ça. Il n'y a pas de 3. 2. Et voilà. Donc, si on regarde qu'est-ce qui se passe ici, j'ai un tableau de 3 cases que j'ai appelé AR pour Array. À l'intérieur de ma requête, j'ai dit que je peux avoir un API suivi d'un nombre. Là, c'est moi qui ai donné ce nom de variable-là. Donc, quand moi, je fais une requête à API, puis là, ici, il y a un nombre, cette valeur de nombre-là est assignée dans une variable que j'ai appelée indice, IDX. Puis là, je peux dire, ben, utilise cette variable-là pour aller chercher dans le tableau la bonne case. Puis lui, il va donc, dans ce cas-ci, avec le 2, aller chercher 0, 1, 2. Il va donc aller chercher le toto. C'est ça qu'il va envoyer. Puis c'est ça qu'on
a comme résultat sortant. Donc, on est capable d'avoir des requêtes qui ont des éléments avec une valeur variable que je peux aller recueillir puis utiliser pour être capable d'avoir un résultat quelconque. Excuse-moi, Oui, entre la ligne 16 et 17, il n'y a rien, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point de virgule. C'est comme genre une seule expression. pour lequel, là, je peux... 16 et 17. La Ouais, ligne 16 et 17. Tu as déclaré la IDX comme constante exact. et après tu l'as utilisé de suite après. Il n'y a pas de point de virgule entre les deux lignes. En fait, on a vu la semaine passée que en JavaScript, les points-virgules sont facultatifs. Tu peux en mettre, puis tu peux pas en mettre. C'est pas grave. OK. Ben là, si on les met côte à côte, la ligne 16 et 17, ça ne va pas donner de problème? Ben, le principe, c'est que lui, il va utiliser les sauts de ligne pour être capable de voir c'est quoi les différentes instructions. Si tu n'en mets pas. OK. OK, c'est bon. Merci. Donc, effectivement, tu ne peux pas les mettre sur la même ligne. Il n'aimera pas ça. Si tu veux faire ça, il faut effectivement que tu utilises des points-virgules. Mais si tu utilises une convention assez répandue de une instruction par ligne, tu n'as pas besoin de mettre des points-virgules. All right? Fait que ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Super. Fait que ça fait le tour de qu'est-ce que je veux regarder avec vous. On va être maintenant capable de faire un premier petit exercice qui va être un exercice évalué. Donc, on va avoir, là, on va regarder l'exercice ensemble. Donc, c'est pas comme un devoir à longue haleine, là, parce que ça va juste être fait sur une semaine. Puis, je veux vraiment juste qu'on réussisse à le faire. Donc, comment ça va se passer? C'est, je vous donne l'exercice aujourd'hui. La remise de l'exercice va être pour la semaine prochaine. Donc, avant vendredi minuit de la semaine prochaine. Puis, pour s'assurer que tout est beau, la première heure du prochain cours, okay, va être dédiée pour ceux qui veulent terminer le travail. Donc, si vous ne réussissez pas le travail aujourd'hui, durant la première heure du cours de la semaine prochaine, vous pouvez vous connecter, puis on va refaire l'exercice ensemble, on va repartir, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé, puis juste pour être certain que tout le monde réussit. Donc, c'est évalué, okay? Donc ça va être noté quand même, il faut le remettre. Mais si ça ne fonctionne pas, vous pouvez venir me voir au début de la semaine prochaine, puis on va s'assurer de le faire fonctionner pour que vous ayez vos points, puis que vous ayez compris c'est quoi ce bloc de matière-là. Pour ceux qui réussissent à le faire cette semaine, ben ça veut dire que vous avez 1 heure de gratuite la semaine prochaine, où c'est que le cours va juste commencer à 14 heures à place de 13 heures. Fait que le travail est disponible sur Leia. On va aller regarder ça ensemble. Puis on va se partir. On s'en va ici. On s'en va ici. Donc, quand vous allez sur Leia, on a le premier devoir avec Express.js. Puis ce que je vous donne, c'est un lien, okay, vers l'énoncé du devoir. Là. Parce que dans l'énoncé, il y a 2 éléments. Donc, premièrement, il y a l'énoncé lui-même, puis il va y avoir un fichier à utiliser. Donc, le but, ça va être de créer une application Express. Okay, je pense que ça,
on vient de faire ça aujourd'hui, là. Fait que c'est ça qu'on va pratiquer. Je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Donc, le but, c'est d'avoir une application qui est capable de gérer 3 différents types de routes. Un premier type où c'est qu'on va avoir des citations, donc on va voir qu'on va avoir une structure de données déjà préfaite, là, avec des citations à l'intérieur. Donc, il faut être capable de retourner toutes les citations. Il faut être capable de retourner une citation spécifique. OK? Fait qu'en utilisant le chemin avec le ID, hein, comme genre quote 3 ou quote 10 ou quote 12, ça va me retourner seulement cette citation-là qu'on va avoir dans notre structure de données. Puis, on va avoir aussi un quote random qui va me permettre de renvoyer une citation qui va être aléatoire. Pour les citations, on a un fichier qui est fourni avec les citations. Donc, vous pouvez le retrouver. Là, il est directement ici, le quotes.json. Là, pour être capable de l'avoir, donc tu peux directement le télécharger ou sinon, tu peux y aller d'une manière un petit peu différente. Tu peux copier le contenu du fichier. Là. Puis, une fois que tu as copié le contenu du fichier, tu peux juste le rajouter dans ton projet. Tu as juste à refaire le même fichier. Donc, on se fait un nouveau fichier. On a un quotes.json, c'est le nom du fichier. Puis, à l'intérieur, OK, tu peux... Hein, donc, ici, encore une fois, là, c'est le Python. Donc, si je reviens, là, je suis dans le dossier du projet. Quotes.json. Je copie le contenu. Puis, dans le nouveau fichier, je peux venir coller ça. OK, pour que ça fonctionne. Fait qu'on a à l'intérieur un tableau de différentes citations, puis les citations ont une citation, un auteur, OK? Puis c'est juste une série de citations, c'est un petit fichier initial avec lequel on peut travailler. Fait que là, la question, c'est comment est-ce que je fais pour être capable de importer ce fichier-là dans mon projet. Donc, j'ai aussi le code qui permet de tester ça dans le projet. Donc, on utilise le require de tantôt. Hein, ça fait de l'importation. Ça permet d'importer un fichier JSON aussi. Donc, j'ai un petit exemple que vous pouvez copier puis voir le résultat. Donc, si je repars mon application, je peux voir que j'ai le require. Donc, j'ai une variable qui va prendre le contenu de ce fichier-là. Puis, à partir du contenu de ce fichier-là, c'est un tableau. Hein, fait que je peux aller chercher une des cases du tableau. Donc, là, ici, j'ai été chercher la case numéro 4. Fait que ça, c'est la case 0, 1, 2, 3. Je vais descendre juste un petit peu. 4. Puis, donc là, j'ai un objet qui a 2 clés-valeurs. Puis là, j'ai décidé d'aller chercher l'auteur, hein, qui est Florence Nightingale. Puis je peux voir ici, j'ai mis ça dans un console log. Je peux le voir apparaître dans mon application avant qu'elle parte. Okay, donc, pour importer le fichier de citation, on a le require, puis à partir de là, on peut l'utiliser. Fait que là, ici, il va falloir un peu mélanger les exemples que j'ai faits. En passant, les différents exemples sont disponibles sur le site de cours. Il y a un fichier d'exemple d'Express sur la IADA disponible. Donc, il faut être capable de construire ce fichier-là qui va être capable de partir un programme d'Express, puis qui va répondre aux 3 critères qu'on établit dans l'énoncé, qui sont d'avoir toutes les quotes, une seule quote où c'est que je décide c'est quoi le ID, le numéro de la quote que je veux avoir, puis une qui va les sélectionner de manière aléatoire. Donc, on a les 2 premières heures aujourd'hui pour commencer, puis avec un peu de chance, terminer ce travail-là. Si vous ne réussissez pas à terminer, vous pouvez m'envoyer des messages sur Teams ou si vous êtes pogné à l'extérieur du cours, dès que je peux le regarder, je peux voir avec vous qu'est-ce qui se passe. Ou sinon,
la première heure de notre prochain cours va être utilisée pour n'importe qui n'aurait pas terminé ou qui n'aurait pas réussi à faire fonctionner ce travail-là. Est-ce qu'on a des questions, interrogations, ou est-ce que c'est clair, net, précis, puis on sait où c'est qu'on s'en va? J'ai une question de Jack. Ouais, dans le fond, c'est afficher les quotes, ça va être par exemple en cliquant sur Send. Exactement. OK, fait que c'est pas genre, c'est pas que les quotes doivent C'est ça, c'est pas dans le console log. Quand on parle de tester les routes, c'est comme ce qu'on vient de faire. Avec le Thunder Client, je vais être capable de marquer quote /3, faire send, puis que ça me donne la citation ici. OK, parfait, cool. Excellent. Donc, si on n'a pas d'autres questions, je vais arrêter notre enregistrement. 3, 2, 1, c'est fini!